Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Aujourd'hui, je voudrais traiter de 4 études que j'ai trouvées intéressantes dans la littérature récente. Elles touchaient des domaines assez variés. Première étude, c'est une méta-analyse publiée par Tassoudis dans l'European Journal Cardiothoracic Surgery et qui s'intéresse à qu'est-ce qui est mieux, c'est d'avoir une valve mécanique ou une bioprothèse aortique en cas de remplacement chirurgical. Ce qui est intéressant, c'est que pour une méta-analyse qui inclut près de 8800 prothèses dans chaque groupe et qui sont tirées de 25 études. Alors, qu'est-ce qu'ils retrouvent? D'abord, qu'ils ne retrouvent pas de différence de mortalité entre les deux groupes chez les patients de moins de 50 ans, sachant qu'il y avait quand même une tendance en faveur de la prothèse mécanique, qu'entre 50 et 70 ans, il y avait un bénéfice supérieur en termes de survie avant une valve mécanique, et à partir de 70 ans, c'était l'inverse, le bénéfice était supérieur en faveur de la bioprothèse. À noter qu'il n'y avait pas de différence sur la mortalité hospitalière, sur les AVC post-opératoires et sur le taux de réintervention, et que, euh, et que finalement, également les événements hémorragiques étaient augmentés dans le groupe valve mécanique et que le taux de réintervention au long cours était plus important dans le groupe bioprothèse. Donc, en gros, le message, j'ai plus de 70 ans bioprothèse, entre 50 et 70 ans, plutôt valve mécanique. Deuxième étude, une étude d'une équipe française, essentiellement de Bordeaux, Mathieu Nassar, Europace 2022, sont utilisés aux montres connectées. Ils ont utilisé ici une Apple Watch et ils l'ont comparé à l'ECG12 dérivation. Ils avaient deux populations, une population de sujets sains contrôle et 67 sujets qui avaient des pathologies cardiaques assez variées, rythmiques bien sûr, syndrome du cutalon congénital, syndrome de Brugada, préexcitation, cardiomyopathie hypertrophique, dysplasie rythmogène du ventricule droit. Il leur utilisait la montre connectée, soit en position classique, c'est-à-dire au bras gauche, qui faisait l'équivalent d'une dérivation D1, mais également appliqué à la montre connectée sur différentes positions du thorax, notamment en position V6. Alors, qu'est-ce qu'ils retrouvent? Ils retrouvent que finalement, la montre connectée permet globalement, avec une assez bonne sensibilité, de diagnostiquer les anomalies électrocardiographiques. Alors, c'est 64% dans la position classique au niveau du bras, mais ça montait jusqu'à 89% lorsqu'elle a été réalisée en V6. La préexcitation, finalement, était diagnostiquée avec une sensibilité de 89%, même en position au niveau du bras, mais donc, on la mettait au niveau du thorax, on était à 100%. Syndrome de Brugada très mal diagnostiqué par la position au niveau du bras. Par contre, lorsqu'on l'a positionné en position V6, on avait une sensibilité de 92% et une spécificité de 100%. Le cutalon congénital avait une sensibilité de 80% sur une position au niveau du bras, passé à 90% lorsqu'on le positionnait au niveau du thorax. Et puis, la cardiomyopathie hypertrophique, finalement, c'était une sensibilité de 90% environ lorsqu'on était au niveau du bras. Donc, c'est intéressant parce que cette montre connectée, elle a été utilisée là ici au-delà de son usage, mais voilà, ça montre que ces outils connectés, on pourrait les utiliser un peu plus largement que ce qu'on le fait aujourd'hui, en tout cas les utiliser au niveau médical. Troisième étude, c'est une étude qui s'intéresse à l'impact du Covid sur la prise en charge de l'hypertension artérielle, publiée par Thomas Weber dans Blood Pressure, qui vient d'être sortir en ligne. Et dans cette étude, ils ont évalué l'impact de la pandémie Covid sur la prise en charge de l'hypertension en termes diagnostiques et thérapeutiques dans 50 centres d'excellence européens. C'est essentiellement européen, c'est 18 pays européens et 3 pays non européens en 2019 et 2020. Et de manière non surprenante, ils montrent que finalement, lors de la première année, il y avait une réduction importante, surtout lorsqu'il y a eu les confinements, de toutes les stratégie permettant une prise en charge de l'hypertension artérielle dans ces centres experts. Et on peut imaginer les conséquences adverses que cela a pu avoir. Et puis, quatrième étude, c'est une étude de rythmologie qui a été publiée dans le JACC par Angel Arena. Et dans cette étude,
qui s'appelle Survive-VT. Ils ont pris des patients qui avaient une cardiopathie ischémique, qui avaient eu déjà un choc approprié par le défibrillateur, et les randomisés entre une stratégie d'ablation du substrat parfois endocardique et une stratégie d'antiarythmique qui pouvait être assez variée, amiodarone bêta-bloquant, amiodarone seul ou sotalol plus ou moins bêta-bloquant. Avec le critère primaire, c'était la mortalité cardiovasculaire, les chocs appropriés, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque ou les complications liées au traitement. Donc, c'est une petite étude, mais qui fait quand même le JAK, 144 patients, avec un suivi de 24 mois. Il y avait un taux d'événement de 28% dans le groupe ablation et de 46% dans le groupe antiarythmique, et cette différence était largement significative. Et cette différence se voyait essentiellement liée aux complications des traitements. On voyait que finalement, le fait de suivre les patients sur 2 ans, les traitements antiarythmiques ont des complications. Deuxièmement, il a été noté également moins d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans le groupe ablation est quasiment réduit là aussi de moitié. Bien entendu, on ne s'attendait pas à avoir de différence en termes en termes de mortalité dans cette étude, mortalité cardiaque, puisque c'est vraiment une durée, un nombre de patients limité. Voilà, j'espère que cette revue de presse vous a intéressé. Je vous dis à très très bientôt sur Medscape. Bye.